Bonjour, nous sommes le 13 décembre 2024. La météo, bon, elle est ce qu'elle est pour un 13 décembre, c'est-à-dire le soleil n'est pas présent, je vous le dis tout de suite, avec météo, je veux dire, déjà en matinée, euh, il fait déjà un ciel grisâtre, grisâtre, un bleu qui vire vers le, c'est un bleu qui vire vers le gris. Bon, c'est comme ça, c'est la période de, du mois de décembre qui est comme ça. Et je dirais même, bon, on approche l'hiver, hein, parce qu'on est à une semaine de l'hiver. Le 21, on sera en hiver, donc faut compter 8 jours. Dans 8 jours, on y sera. Voilà. Alors, donc on pourra dire au revoir à l'automne 2024. Et bientôt, bien sûr, dans fin du mois, c'est la fin de l'année 2024. On terminera l'année 2024 pour entrer dans la nouvelle année 2025. Et je peux vous dire que les années courent vite. Les années courent vite. On ne sait pas les arrêter, les années. Bon, elles se suivent. Elles se suivent à une vitesse euh, V'. Bon. Alors, ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo qui va concerner bon, le compte 11. C'est le compte 11. Alors, le compte 11 est relatif aux primes d'émission. Aux primes d'émission. Voilà, je vais parler un petit peu de ces primes d'émission. Bon, avant toute chose, je vais aller sur Internet, voilà, ici, et revoir encore voilà, euh, ce site qui vous aide, voilà, dans la comptabilité, hein, voilà, dans les notions de comptabilité, dans beaucoup de choses. Elle vous aide dans beaucoup de choses. Alors, regardez sur la droite, vous avez la table des matières. Voilà. Alors, bon, bien sûr, il y a des liens, ça. Vous voyez qu'il y a un lien euh, qui est associé, je veux dire, à chaque voilà, cadre de la table des matières. À chaque volet de la table des matières, ben, on a un lien hypertexte qui vous renvoie vers les notions associées, voilà, à la table des matières. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a une table de matière qui est associée, vous pouvez la consulter. Alors la table de matière, bon, si vous la consultez un petit peu, vous avez bon l'arrêté, le rapport du roi, l'arrêté royal, enfin c'est plutôt l'arrêté royal portant exécution du code des sociétés. Et vous avez le livre premier, constitution et formalité de publicité, livre 2, procédure de consignation et sort, voilà, euh, le sort des, enfin bref, livre 3 c'est le compte annuel. Voilà. Oui, il n'y a pas tout ici en fait. Voilà. Procédure de consignation des actifs en cas de dissolution judiciaire et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, vous avez la table de matière qui est là. Bon, ça vous donne tous. Voilà, vous avez le bilan social, si vous voulez le bilan social et ainsi de suite. Et alors, dans ce site aussi, ici, ben, il y a les annexes, formulaire de demande, voilà, euh, d'immatriculation, formulaire de demande d'inscription, voilà, tralala. Il y a des annexes. Il y a des annexes qui vont avec. Et il y a des explications surtout sur la comptabilité, parce que c'est un site, je veux dire, commission des normes comptables. Donc il y a toutes les lois relatives au... Simplement, elles ne sont pas basées sur, 86, sur les lois de 86, parce que bon, c'est-à-dire du 8 octobre 1976. Elles ne sont pas basées sur ça, parce qu'en fait, il y a eu, certaines ont été abrogées, été réécrites en 2001. Donc, un article qui est par exemple l'article 28, ben, on le retrouvera dans l'article normalement 48 de 2001. Voilà, donc ça a été réécrit, mais c'est plus les mêmes numérotations. On va dire ça comme ça. Il y a certains, c'est plus les mêmes numérotations. Voilà, on peut changer de la numérotation. Voilà, ce qui était un article 28, à l'époque, bon, devient un article 48 avec la nouvelle loi. Voilà. Et ça, je verrai dans une vidéo qui va suivre. Alors, je rappelle, on a le plan comptable minimum normalisé. Les primes d'émission, c'est le compte 11. Vous voyez, voilà. Apport 10, 100, capital souscrit. Donc, la classe 1, fonds propres,
provision pour risque et charges, et dette à plus d'un an, 10 capital, 100 capital souscrit, 101 capital non appelé, 11 apport hors capital, 110 apport disponible hors capital, prime d'émission, voilà, c'est 11 000, alors que moi j'ai dit c'était 11, bon, j'ai rajouté 2 zéros, ils ont rajouté 2 zéros, voilà, ensuite 11,09 autres, voilà. Donc ici c'est un apport disponible, voilà, hors capital. C'est un apport disponible hors capital. Alors, il y a aussi apport indisponible hors capital, prime d'émission et autres. Voilà. Alors, bon, dans la classe 1, on retrouve plus-value de réévaluation, les réserves 13. Voilà. Alors, on a le 132 réserves immunisées, réserves disponibles 133, provision pour risque et charges et impôts, enfin, provision pour, et impôts différés. Voilà. Alors, les provisions pour grosses réparations et gros entretiens, vous voyez que c'est 162. Voilà. Alors, le 17, ce sont les dettes à plus d'un an. Et puis, on a le 19, à compte aux associés sur le partage de l'actif net. Et puis, après, on retombe sur la classe 2. Et classe 2, vous savez très bien que c'est frais d'établissement, mobilisation corporelle et incorporelle, et ainsi de suite. Bien sûr, installation, machine, outillage, mobilier, matériel roulant, voilà, tralala, tralala. Alors, on retrouve aussi les immobilisations financières en classe 2. Hein. Attention à ça. Voilà. Alors, 29 créances à plus d'un an. Voilà. 3, ce sont les stocks, commandes en cours d'exécution. Et puis, on repasse en 4. En 4, qui est créance et dette à un an ou plus. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, le 3, vous voyez que c'est à voir avec les stocks. Stock et commande en cours d'exécution. Voilà. Alors moi ici bien sûr je vais remonter en 110. Ici c'est 11,00. Donc c'est classe 1. Voilà. Apport hors capital. Apport disponible hors capital. Prime d'émission. Bon, c'est de ça que je parlais. Prime d'émission. Alors pour parler de prime d'émission, il faut comprendre un petit peu le concept et qu'est-ce qu'on a comme environnement. C'est surtout ça. Quelles sont les personnalités qui sont, je veux dire, quel est l'environnement présent, quel est l'environnement présent et quels sont les personnages présents. C'est ça qu'il faut se poser les questions. Et, voilà. Et bien sûr, ça concerne des montants, parce que c'est de la comptabilité, donc ça concerne des montants. Donc on a des personnes morales et physiques présentes, personnes morales et physiques. On a voilà, on a déjà ça. On a déjà ça. Bien sûr, il y a des montants qui vont apparaître dans l'environnement. Donc c'est normal parce que c'est la comptabilité. Il y a de l'argent qui va se créer, circuler, voilà, être crédité, etc., etc. Alors, pour ça, je vais aller chercher, bien sûr, une entreprise. Une entreprise. Dans l'environnement, on a une entreprise. Et bien sûr, on a une législation qui entoure cette entreprise. Parce que je vous ai toujours dit que quand il y a un environnement, en comptabilité, ben, il y a un cadre légal. Donc, bien sûr, qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des droits, l'entreprise a des droits, mais là aussi des devoirs. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, je veux dire, une entreprise peut être requérante de la loi pour, en cas de, je veux dire, c'est un problème avec voilà, une société tierce ou un client, ben, elle peut requérir voilà, la législation pour défendre ses intérêts. Si un client n'a pas payé ou voilà, si une entreprise autre ne paye pas la société, bon ici je vais appeler ça la société X. Donc il y a un cadre légal qui ressort de ça. Et alors, la prime d'émission, qu'est-ce que c'est? Bon, pour parler de prime d'émission, il faut parler des actionnaires. Donc on a affaire à des actionnaires. Donc on a
un ensemble d'actionnaires. Voilà, on a des actionnaires. Alors dans ces actionnaires, il faut distinguer les nouveaux actionnaires et les anciens actionnaires. Alors qu'est-ce qui sont plus privilégiés? C'est les anciens actionnaires par rapport aux nouveaux. Parce que les nouveaux, bon, ils rentrent dans un jeu. Où, bon, voilà, c'est un jeu où il y a déjà des choses qui ont été établies. Voilà, des choses qui sont déjà établies. Alors maintenant, le but de l'entreprise X, ben, c'est de faire circuler des flux réels, des marchandises, etc., etc., et des marchandises et des produits, voilà, et surtout manipuler de l'argent. Manipuler l'argent, c'est-à-dire faire des entrées-sorties, des achats et des, comment on appelle ça, des ventes. Voilà. Ou des placements, on peut faire des placements aussi. Il n'y a pas que des entrées-sorties, on peut faire des placements. Il y a du in et du out, mais avec il peut y avoir des placements. Alors maintenant, on va supposer que la société existe déjà. Elle existe. Elle existe depuis voilà, quelques années, elle a déjà été fondée. Donc le cadre légal voilà, de l'établissement, c'est pas le cadre que je dois voir ici. On va dire qu'elle existe déjà. Alors maintenant, la société peut avoir une famille de sociétés, voilà, peut-être liée à une famille. Par exemple, on a une holding, bon, il y a plusieurs sociétés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, s'il y a une société qui ne va pas, on peut encore s'arranger pour tirer de l'argent d'une société qui fonctionne pour les réinjecter vers une société qui ne fonctionne pas. Bon, bien sûr, toujours en étant, je veux dire, en regardant ce que la loi permet. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, je vous le dis tout de suite, sinon on est hors la loi. Le but ici, c'est pas d'être hors la loi. Voilà, donc le tout, c'est toujours être au courant, voilà, de ce que la loi, je veux dire, bon, impose en tant que devoir et ce qu'on a droit en tant que, enfin, et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que la loi nous, je veux dire, nous permet en tant que droit. Qu'est-ce qu'elle nous impose en tant que droit et qu'est-ce qu'on peut, voilà, s'attendre à obtenir en tant que, on va dire, ben, je me suis trompé, parce qu'en fait, on peut s'attendre à obtenir, à avoir des droits, qu'est-ce qu'on a droit, mais la législation impose des devoirs. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est plutôt, les devoirs sont imposés, voilà, par la législation, mais on a droit, mais ça va dans les deux sens. Voilà, ça va dans les deux sens. On peut regarder ce que voilà, la loi nous permet d'avoir droit. On va dire ça comme ça. Bon, il y a juste un petit truc, hein, je vais juste... J'ai mal dessiné enfin la toiture, mais enfin c'est pas grave. Le but ici c'est pas faire un dessin correct. C'est pour vous montrer que c'est une société. Hein. Ça c'est une société. D'ailleurs je vais marquer Société X. Voilà. Donc comme je dis, elle existe depuis, elle a déjà été établie, elle est là, elle est présente, et on a des actionnaires. Alors dans les actionnaires, comme je l'ai dit, il y a deux, on peut les distinguer, il y a les nouveaux et les anciens actionnaires. Alors maintenant, si l'entreprise à un moment donné elle a besoin d'argent, alors au travers de capitaux, bon, elle peut faire plusieurs demandes, hein, pour aller dans un établissement de crédit. Bon, elle va recevoir des crédits, mais maintenant si elle n'a plus droit, bon, je veux dire, elle doit se débrouiller autrement. Voilà. Maintenant, elle peut faire des emprunts vers des établissements de crédit, des banques, ou voir des sociétés spécialisées dans le crédit, etc. Ou demander à d'autres entreprises qui peuvent encore aider, ou voilà, même des familles, il y a des familles riches, voilà, qui peuvent se permettre d'introduire voilà, des fonds au travers de fonds propres. C'est des fonds propres à la famille. Bon, ils vont réinvestir si l'entreprise ne tourne pas bien. Ils réinvestissent, ils réinjectent de l'argent. Bon, ils ne le feront pas toujours. Hein. S'ils voient que chaque fois, il faut réinjecter de l'argent, à un moment donné, ils vont fermer boutique. Parce que le but premier voilà, du commerce, c'est, on va dire, de faire des profits. C'est pas de perdre son argent. Voilà. Donc,
C'est ça le but premier du commerce, c'est de faire des gains. C'est de faire des gains et pas des pertes. Bon, c'est une société, je l'ai mal dessiné. J'ai mal dessiné la toiture, mais vous aurez compris ce que c'est. C'est le toit d'une société. Voilà. Bon, alors, donc, comme je l'ai dit, qui sont un peu plus privilégiés dans les actionnaires? Ben, ce sont les anciens. Hein. Bon, ils sont là depuis des années. Bon, ils connaissent, voilà, ils sont plus fidèles, je veux dire, à la société, donc ils sont plus privilégiés que les autres. Et ça, c'est dans le cadre de la prime d'émission, c'est justement ça qui va être important. Alors maintenant, les capitaux, comment est-ce qu'on peut avoir des capitaux? Ouais, je rappelle que les capitaux qu'on a besoin, c'est du financement. Hein. On a besoin du financement. Toutes les sociétés ont besoin d'argent, ont besoin de financement. Alors, financement pour faire quoi? Ben, par exemple, pour financer de nouveaux investissements. Parce que la société ici existe, hein, c'est pas pour créer la société parce qu'elle existe. Donc ici, je vais dire que c'est pour, on va dire, de l'investissement. On veut investir. Investissement. Toujours. Donc vous voyez que les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs qui vont jouer chacun son rôle. Puisqu'ici, vous voyez que on a la législation, les sociétés, les actionnaires. Mais on a des actions qui sont l'investissement. Je ne sais pas s'il faut un S ou deux S. C'est toujours... je ne sais plus. À mon avis, c'est invest. Ça m'étonnerait qu'il y ait 4 S. En fait, c'est en mon avis, il y a un S. Il n'y a pas 4 S. Il n'y a pas 4 S. Bon, tout d'un coup, j'ai un doute, je ne sais pas pourquoi. Invest. Voilà, investissement. Donc, pour faire des investissements, bon, les investissements, on les fait qu'au travers de la finance. Hein. C'est les financements. Un pays qui ne reçoit pas de finances, ben, ne saura pas investir, sauf si elle a des capitaux propres. Voilà, un pays qui a voilà, comment est-ce qu'on appelle ça? Beaucoup de sociétés en son sein, que toutes les sociétés travaillent, s'ils ont de la richesse minière, voire pétrolière, voire beaucoup de sociétés, bah, ils peuvent s'en tirer. Ils peuvent s'en tirer. Bon, mais malgré tout, on a toujours besoin de financement. Il y a bien sûr les financements extérieurs, provenant d'une banque de crédit, provenant d'une famille, provenant extérieure, provenant d'une grande famille extérieure. Hein, on fait l'appel à un ami. Cette famille-là, c'est une famille riche, ben, elle peut vous aider. Donc voilà. Donc les financements ils peuvent venir de tout bord. Mais maintenant, s'il n'y a pas de financement qui vient dans un pays, par exemple, si je parle d'un pays, hein, si l'environnement est un pays, ben, à ce moment-là, s'il n'y a pas de, ben, le pays va tomber en ruine. Hein. Je vous le dis tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Quand je dis tout de suite, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, c'est avec quelques années, en 10-15 ans, un pays peut tomber en ruine. Peut tomber en ruine parce que je veux dire, elle n'a pas de financement. Si on a fait un blocage au niveau des banques extérieures pour financer les projets d'investissement d'un pays, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le pays va tomber de lui-même. Il va finir par tomber comme un château de cartes. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, pour les investissements, vous aurez compris qu'il faut des financements. Et alors on peut avoir des financements propres pour un pays. Hein. Il peut s'autofinancer. Maintenant, on peut se financer au travers de la banque, de banques extérieures. Donc, on a une société qui est déjà préalablement déjà établie, c'est-à-dire qu'elle existe depuis quelques années. Bon, elle a besoin de nouveaux financements, de nouveaux investissements. Elle fera appel à des financements. Vous voyez, les actions, hein, il y a ici, on voit vraiment le jeu, voilà, de ce qui se passe, le jeu économique qui se passe. On a des acteurs économiques, voilà, des acteurs, personnes morales ou physiques, voilà, des acteurs, mais on a beaucoup d'actions. Voilà, on a des actions, parce que le financement, c'est aller chercher un financement, c'est une action. Le fait d'investir, c'est une autre action. Alors, quand on a les financements,
Est-ce qu'on va les investir? Ben, si vous les investissez pas, c'est des financements qui vont rester, je veux dire, gelés. Voilà, vous faites rien avec. Ils sont, ce que vous pouvez gagner, c'est des intérêts. Mais maintenant, étant donné que les banques n'ont pas, ne donnent pas de grands intérêts, quoique il y a des formules qui donnent des plus gros intérêts. Bon, c'est des formules, mais généralement, c'est des formules qui donnent des plus grands intérêts si vous placez des grands montants, mais vous êtes taxé aussi, hein. Il y a une taxe là, il y a une imposition qui va se faire dessus. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de formulations où on peut créer des financements. Enfin, obtenir des financements, je m'excuse, obtenir des financements. Le financement, il a de multiples formes. Voilà, donc, c'est une action. Le financement, c'est une action et elle a de multiples formes. Donc, on a des acteurs et des actions. Qui dit acteur dit jeu de rôle. C'est un jeu. En fait, c'est un jeu ici. Voilà, on a des actions. Et donc, on a besoin de financement pour faire des investissements. Voilà. Toujours, bien sûr, dans le cadre d'une législation qui est toujours omniprésente. Je vous l'ai dit, hein. Je vous ai dit qu'il y a une liaison qui relie la législation à tout le monde. La législation, elle va relier l'établissement de crédit, elle va relier voilà, le cadre des investissements, elle va relier, je veux dire, les actionnaires, elle va relier les sociétés, elle va relier tout le monde. Qu'est-ce qui relie tout le monde? C'est le cadre légal qui met en relation tout le monde. Il y a, je veux dire, une donne commune, c'est la législation. Tout le monde est soumis à la législation de l'environnement, c'est-à-dire du pays où vous êtes. Donc, et si c'est un sous-domaine, comme j'ai expliqué, un sous-domaine, c'était par exemple une entreprise, ben on a la législation des entreprises. Voilà, on va rechercher les articles correspondant à la législation des entreprises. Par exemple, vous faites un amortissement, ben, il faut respecter les cadres légaux sur les amortissements. On ne fait pas n'importe quoi, je l'ai déjà dit. Alors, il y a des méthodes d'amortissement qui sont préétablies par la législation qui vous permettent voilà, d'utiliser ces législations en fonction que vous avez des frais d'établissement, des immobilisations incorporelles ou immobilisations corporelles. Bon, les lois, il y a des lois. Quand j'ai dit législation, c'est de tout bord. Hein. Je vous ai dit que la législation, c'est mille et une choses. Parce qu'il y a la législation civile, la législation, je veux dire, il y a le code pénal, il y a le code civil, il y a le code des entreprises, enfin, il y a la législation des entreprises, il y a la législation fiscale. Et quand je dis qu'il y a voilà, des méthodes de calcul pour les frais d'établissement, pour les immobilisations incorporelles et pour les immobilisations corporelles, bien sûr, c'est de la législation fiscale. Hein. Voilà, parce que c'est fiscalement admis. Hein. C'est fiscalement admis. C'est au travers de la fiscalité, voilà, qu'on va se dire bon, que vous pouvez calculer de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là les amortissements. Voilà, donc en fait, bien sûr, l'environnement ici il est multiple. Il y a des sous-domaines dans la législation. Comme je dis, il y a différents types de législation. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la législation relie tous les acteurs et toutes les actions qui sont. Alors, s'il y a une mauvaise action, mais la législation peut avoir du regard sur cette mauvaise action. S'il y a des mauvais acteurs, la législation peut-être peut porter en regard sur ces mauvais acteurs. Donc, le tout, c'est de jouer à un jeu franc, honnête, comme je l'ai dit, parce que il y a une règle qui est établie dans les lois voilà, du 8 du 10 1976, c'est que tout se passe, notamment dans le calcul des amortissements, que tout se passe de manière voilà, honnête. Hein, honnête. Euh, honnête et bien sûr de bonne foi. Tout doit se faire dans de bonne foi. Donc le tout, c'est de pas mettre, par exemple, si vous faites des calculs d'amortissement, c'est pas mettre trop ou trop bas, parce que ce moment-là, c'est de la triche. Alors c'est pour ça que pour éviter toute triche, ben, qu'est-ce qui va formuler bon, le coût de revient d'un bien, ben, le coût de revient d'un bien est fixé par la législation, et notamment il y a le point de vue voilà, amortissement normal et amortissement fiscal. Donc, mais la fiscalité a un œil sur tout ce qui s'y passe, parce que c'est la législation. Et dès le moment où vous avez de la législation, ben, tout est relié à la législation, tout, que ce soit les actionnaires, que ce soit bon, les salariés, les employés, voilà, les biens, voilà, que ce soit les personnes morales ou physiques, ont une vue sur la législation. Ont une vue sur la législation, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. La législation, on fait pas n'importe. On est dans un environnement étatique, et quand on est dans un État, on a des lois. Et donc, le fait de construire un bâtiment, voilà, sur un terrain, la personne paye le terrain, mais s'il y a du pétrole en dessous,
du terrain, bah, je veux dire, tout ce qui est en dessous d'un certain nombre de mètres pour certains pays, bon, ça n'appartient pas à celui qui a acheté le bâtiment sur la zone, voilà, sur le terrain. C'est pas comme ça. Il y a des pays où, dès le moment où ils trouvent quelque chose en dessous, s'il y a voilà, ça appartient à l'État. Même si vous avez acheté un terreau dessus. Il y a des pays que c'est comme ça. Il y a des pays, c'est comme ça. Vous êtes au-dessus, vous avez un terrain, je veux dire, vous avez acheté un terrain sur pour construire un immeuble ou un appartement ou une maison, peu importe ce que vous voulez construire. Mais je veux dire, sur ce lot de terrain, s'il trouve du pétrole en dessous, ben, l'État, bon, voilà, euh, vous ne serez pas le propriétaire bien que vous avez acheté le terrain, parce que en dessous d'un certain nombre de mètres, c'est pas à vous, c'est plus à vous, c'est à l'État. Voilà, donc ce qui appartient à l'environnement, c'est un environnement d'État. Il faut voir les législations, parce que la législation d'un pays n'est pas la législation d'un autre pays. Chacun fait sa législation comme bon, il l'entend. Comme il l'entend, voilà. Alors maintenant, revenons aux primes d'émission. Comme je l'ai dit, on a une société qui est constituée depuis un certain nombre d'années. Euh, bon, et il nécessite de nouveaux capitaux pour, par exemple, financer de nouveaux investissements, de nouveaux projets, ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Bon, elle peut investir ce qu'elle veut. Voilà. Euh, bon, et pour ça, bien sûr, elle doit aller voir la législation. Elle doit, moyennement, bien sûr, modification des statuts dans une entreprise sociétaire. Voilà. Donc, il faut passer par voilà, la case législative, moyennant modification des statuts dans une entreprise sociétaire. Ben, euh, elle peut décider d'augmenter son capital par émission de nouvelles actions. De nouvelles actions. Voilà. Bien sûr, ce sont des actions à souscrire par, on va dire, de nouveaux associés. Attention, attention, par de nouveaux associés. Elle va relancer, voilà. C'est pour qui? Pour donc des missions de nouvelles actions à souscrire par de nouveaux associés. Alors maintenant, là, il y a un petit calcul qu'il faut faire, hein, parce qu'il y a les nouveaux associés et les anciens associés. Alors, on va fixer un prix d'émission. Voilà, c'est le prix d'émission. Donc tout ça doit passer par le cadre légal, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. On a une prime d'émission supérieure à la valeur nominale des actions qui sont anciennes. Voilà, la prime d'émission est supérieure à la valeur nominale des actions qui sont anciennes. Voilà. Alors, si l'entreprise a déjà cumulé, on va dire, des parts importantes, voilà, a déjà cumulé des réserves importantes, c'est-à-dire des parts des bénéfices non distribués, ça en a cumulé beaucoup. Là, on a des parts de bénéfices, on va dire, non distribués. Voilà, on a accumulé beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les anciens associés qui sont là, les anciens associés, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à ce que les futurs associés, c'est-à-dire les nouveaux associés, hein, voilà, parce que les futurs associés, ce sont les nouveaux associés, payent un droit supplémentaire. En plus de la somme correspondant à la valeur nominale hein, des actions. Donc il y aura la valeur nominale plus, on va dire, un droit supplémentaire. Qu'est-ce qui doit payer ça? Ce sont les anciens associés. Voilà. Les nouveaux associés, je m'excuse, les nouveaux associés, qui sont les futurs associés. Les futurs associés, voilà. Donc, ils vont payer quoi? Ben, ils vont payer un droit supplémentaire, en plus de la somme correspondant à la valeur nominale, bien sûr, des actions. Hein. La valeur nominale des actions, voilà. Et ce droit supplémentaire ici, ben, c'est ce qu'on appelle la prime d'émission. La prime d'émission. Alors, bien sûr, et cette prime d'émission, ben, elle va se retrouver où en comptabilité? Ben, elle va se retrouver dans le compte 11, prime d'émission. Voilà, prime d'émission. Et alors, bien sûr, là, on a le débit, là, on a le crédit, et il va se placer ici, au crédit, voilà, au crédit du compte
Alors, prime d'émission, c'est un compte de passif. Hein. C'est un compte de passif. Voilà, c'est un compte de passif. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et donc, on aura 11 primes d'émission et on devra le mettre au crédit, voilà, de ce compte, 11 primes d'émission. Et c'est ça les primes d'émission. C'est ça les primes d'émission. C'est quand, je veux dire, on a des anciens associés, voilà, qui demandent à ce que les nouveaux associés, ou si vous voulez les futurs associés, paient un droit supplémentaire. Un droit supplémentaire, bien sûr, en plus de la somme correspondant à la valeur nominale des actions. Et voilà, ce droit supplémentaire, ben, c'est ce qu'on appelle la prime d'émission et sera enregistré bien sûr au crédit du compte de passif qui est le compte 11 prime d'émission. Alors prime d'émission, je ne sais pas s'il faut un S. Non, il ne faut pas d'S. C'est le compte 1111. Allez. Voilà, voilà, je l'ai déjà, c'est 1111, c'est prime d'émission. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est clair et net, ce que c'est, bon, c'est un droit, comme ce qu'on appelle un droit supplémentaire. Un droit supplémentaire qui est demandé, on va demander, je veux dire, aux nouveaux associés, attention, c'est aux nouveaux associés, c'est-à-dire les futurs associés, ceux qui vont rentrer dans le jeu, qui n'étaient pas dans le jeu, mais de payer un droit supplémentaire, on va dire ça comme ça. Voilà, par rapport aux valeurs nominales des actions. Mais attention, tout ça doit rentrer dans un cadre légal. C'est-à-dire que elle doit modifier, faire une modification dans une entreprise sociétaire. Modifier les statuts, bien sûr. Hein, modifier les statuts. Elle doit modifier les statuts pour faire ça. Donc, c'est-à-dire que ben, la législation a de visu sur les actions qui vont se passer. Voilà, la législation a un regard. Hein. Je vous ai dit, la législation est toujours en regard, que ce soit pour voilà, les anciens associés que pour les nouveaux associés. Enfin, les anciens c'est AA et les nouveaux c'est NA. Alors, les associés, ce sont les actionnaires. Hein. On va dire c'est une société par action, avec des actions, avec des actionnaires. Et donc ici, la manière de financer les projets d'investissement ben, se fera au travers de nouveaux actionnaires qui vont rentrer, tout simplement. On ramène plus d'actionnaires. Alors plus il y a d'actionnaires et plus il y a des montants en jeu, plus les financements sont grands. Et donc ça permettra de faire des investissements plus importants. Maintenant, c'est pas parce qu'on a des financements et des investissements, on va dire, que la société va bien tourner. Voilà, parce que encore là, gérer une société, c'est pas avoir des financements et des investissements. Hein. C'est pas une condition sine qua non. Pour avoir les conditions sine qua non, elles sont remplies par beaucoup de choses. Hein. C'est le but voilà, c'est la gestion voilà, de la clientèle. Voilà, c'est d'avoir beaucoup de clients déjà de 1, mais que ces clients soient bien servis. Voilà, c'est-à-dire voilà, vous avez une société ici qui est bien sûr reliée à la législation. J'ai déjà dit que bon, il faut de la clientèle, bien sûr, évidemment, parce que sans clientèle, il n'y a pas de commerce qui fonctionne. Il faut de la publicité, un service marketing, il faut un service voilà, marketing, un service publicité, il faut un service, voilà, force de vente, voilà, il faut un service, faut de la bonne gestion, voilà, du management, voilà, il faut de la gestion de la production si c'est une société qui produit. Donc, faut faire attention aux coûts,
voilà, au coût, il faut que voilà, le projet d'entreprise soit rentable. Parce que si vos coûts sont beaucoup plus importants que les coûts d'une société voisine ou de sociétés voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite, il faut que ça intéresse le public. Intéresse le public. Voilà, par exemple, vous faites dans l'informatique. Bon, l'informatique, généralement, parfois, il y a des choses que vous ne savez pas échapper. Hein. Voilà, on parle de, comment on appelle ça, il y a des entreprises qui sont, on va dire, comment on appelle ça, ils ont le monopole. Voilà, donc là, à ce moment-là, il n'y a rien qui puisse l'arriver. Ils vendent leurs produits sans aucun problème, il n'y a pas de concurrent. Ils n'ont pas de concurrent. Et il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas de concurrent, je vous le dis tout de suite. Ouais, par exemple, il y a des monopoles d'État, hein, des entreprises étatiques avec des monopoles d'État. Vous ne savez pas les concurrencer parce que elles sont elles sont là. Elles exploitent par exemple des gisements pétroliers. Ben, vous n'avez pas, vous, commencer à sortir voilà, votre pioche pour aller chercher du pétrole. Voilà, parce qu'en fait, il y a des sociétés pétrolières qui le font et qui ont un monopole d'État. Voilà, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses où il y a des monopoles d'État. Ouais, par exemple, bon, il y a certaines sociétés, pays où, je veux dire, la téléphonie, bon, c'est un monopole d'État. Vous ne savez pas se créer une société de téléphonie parce que, je veux dire, bon, il y a une grosse société qui est implantée, qui a des moyens d'État que vous n'avez pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de sociétés qui sont dans le monopole d'État, notamment l'Internet. L'Internet, beaucoup, bon, quelqu'un qui veut se lancer dans l'Internet, ben, il ne sera pas rivalisé avec avec toute la technologie qui a été trouvée depuis la création d'Internet. Bon, il y a tellement de choses qui ont été faites que quelqu'un qui veut se lancer pour lancer, je veux dire, un réseau web, un réseau mondial, il existe déjà, mais je veux dire, s'il veut s'implanter et créer son propre, je veux dire, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, ses propres protocoles, ses propres, je veux dire, équipements, ses propres protocoles, etc. Bon, c'est un travail très lourd qui a été fait depuis des années, parce qu'il faudra encore la sécurité. Or, la sécurité qui a déjà été trouvée par rapport aux sociétés qui existent maintenant, ben, ça fait des années qu'elles travaillent sur la sécurité voilà, des données, sur les transferts de données, etc. etc. Bon, ils ont un niveau tel de, comment on appelle ça, de technologie, je veux dire, amasser à un niveau tel de technologie que, bon, je veux dire, c'est quasiment impossible comment on appelle ça, de les dépasser. Parce ils ont une expérience, ils sont expérimentés là-dessus. Ils ont des. Bon, voilà, par exemple, je prends les sociétés de GSM, enfin de téléphonie, je m'excuse, téléphonie mobile, parce que GSM c'est un réseau. Voilà, les sociétés de téléphonie mobile, ben, si vous me placez 40 000 ingénieurs, ben, je veux dire, c'est pas demain, la veille, que vous allez créer une société de téléphonie avec 40 000 ingénieurs, parce que les ingénieurs, il faut les payer. Voilà, et je vous rappelle que la plupart bon, de ce qui est fait dans le monde bon, sont le fruit, bien sûr, de la haute technologie faite par les ingénieurs. Hein. Bon, je parle, par exemple, toutes les machines d'hôpitaux, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est réseau web, etc., tout ce qui est militaire, bon, c'est le fruit de travail d'ingénieur. Tout ce qui est spatial, c'est le travail d'ingénieur. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que, bon, ces gens-là, il faut les payer. Et si vous devez les payer, c'est pas demain la veille que vous allez fonder une société pour concurrencer des grosses boîtes de 40 000 personnes où il y a 40 000 ingénieurs dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses, bon, on ne sait pas, je veux dire, vous êtes très petit par rapport aux grands. Vous voyez, il y a les mastodontes, on va parler des mastodontes d'État. Il y a des grosses entreprises d'État, notamment les chemins de fer, tout ce qui est chemin de fer, tout ce qui est, voilà, production pétrolière, production minière. Vous ne serez pas je veux dire, créer une société et rivaliser avec ça, parce que c'est trop d'expérience qu'ils ont derrière eux, c'est trop d'outils de production qu'ils ont mis en jeu, c'est du trop sur du trop, c'est des mastodontes, on va dire, ils sont, voilà. Mais maintenant, sur d'autres domaines, vous pouvez tenter de rivaliser dans d'autres domaines. Voilà, il y a des domaines où vous pouvez tenter de rivaliser, parce que le jeu, ici, c'est pas de dire on va rivaliser, c'est de tenter de rivaliser, parce que voilà, dans les marchés, bon, les marchés, bah, je veux dire, il y a toutes sortes. Hein. Voilà, c'est comme si vous allez dans une classe, vous devez faire un examen, il y a un type qui est faible, l'autre est un moyen, l'autre il est fort, il y en a un qui est très fort par rapport à vous, donc vous allez essayer de concurrencer le très fort, mais le très fort il est très fort. Donc vous êtes face à une équation où vous allez vous mettre en rivalité, mais
généralement le très très fort va avoir voilà, des, des avantages sur vous, parce qu'il a peut-être une plus grosse tête, qu'il sait un format, il a un cerveau photographique, donc tout ce qu'il va, il va lire, ben, il va rentrer tout de suite, voilà. Alors que vous devez lire plusieurs fois pour que ça rentre, et encore vous allez oublier. Vous avez peut-être une mémoire, voilà, court terme mais pas long terme, donc 2-3 jours après vous êtes déjà oublié. Donc il y en a qui au niveau de physiquement au niveau de la mémoire, bon, ils sont au top du top, c'est-à-dire qu'ils ont une mémoire d'éléphant. Ils peuvent rentrer ce qu'ils veulent, je veux dire, voilà, et ça rentre facilement, voilà. Contrairement à d'autres qui ont du mal à faire rentrer des informations. Donc, rivaliser, je veux dire, entre une personne qui a un gros cerveau et une autre personne, je veux dire, c'est déjà très délicat, parce qu'il y en a un qui, c'est comme quelqu'un qui fait de la dactylographie, et c'est mon cas. Je ne suis pas fort en dactylographie, je vous le dis tout de suite. Donc, ce qui veut dire que dactylographie, j'ai beau essayer de concurrencer, bon, quelqu'un qui est fort en dactylographie, je n'arriverai pas à concurrencer, parce que, mais je suis limité. Dactylographie, je suis limité. Donc, je veux dire, en dactylographie, bon, je veux dire, il y a des gens qui tapent, je veux dire, très très vite sans regarder le clavier. Donc, quand je dis des gens, la plupart du temps, c'est des femmes. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais, c'est pour vous dire que la concurrencer, c'est bien de le penser, c'est bien de le dire avec sa bouche, mais encore faut-il le faire. D'ailleurs, au niveau compétition sportive, c'est ce qui se passe. Hein. Bon, on essaie de concurrencer des gens qui sont très forts. Et il y a des gens. Bah, bon, bah, attends, je n'aime pas te parler du sport parce que bon, il y a beaucoup de triche, hein, au niveau de, comment on appelle ça. Il y a des gens qui prennent des substances voilà, pour se doper, et, voilà, devenir plus fort que les autres. Mais ça, c'est de la triche. Et parfois, ils passent les mailles du filet. Et la plupart du temps, ils passent les mailles du filet. Donc, bon, je n'aime pas te parler du sport. Mais dans les entreprises, vouloir rivaliser avec un concurrent, ben, il faut déjà voir, voilà, qu'est-ce qu'on va sortir comme produit pour rivaliser. Il y a peut-être un nouveau produit qui va sortir. Vous allez sortir un nouveau produit qui n'existe pas. Là, vous allez rivaliser à personne parce que vous avez des droits sur ce produit. Quoiqu'il y a des autres pays qui vont quand même copier. Hein. Il y a toujours des copieurs dans le monde entier où vous ne pourrez pas les attaquer parce qu'ils sont, voilà, euh, leur législation ne va pas intervenir pour voilà, les cadrer des copieurs. Ils vont se dire justement, ouais, c'est bien qu'ils copient, comme ça, bon, ça fait vivre des personnes de ma population. Donc ici, les copies, c'est difficile à intervenir sur les copieurs. Pour éviter les copies, il faut avoir des brevets secrets, des brevets de fabrication secrets, et tenter de leurrer par voilà, les composants qui sont à l'intérieur d'un. Voilà, il faut leurrer en mettant des faux composants, voilà, avec des petits trucs qui font en sorte qu'on peut leurrer. Ben, quoique bon, le tout, c'est voilà, de ne pas se faire piquer son projet. Et il y a des copieurs, il y a que ça en fait. Dans ce monde ici, il y a des copieurs, il n'y a que ça. Il y a beaucoup de copieurs. Chacun copie l'autre. D'ailleurs, bon, on peut dire ce qu'on veut, les Japonais sont très forts en électronique, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup copié. Hein. Ils ont beaucoup copié, je veux dire, beaucoup de choses. Les Chinois aussi sont très forts, mais il y a aussi eu de la copie. Comme les Américains ont copié, tout le monde a copié. Beaucoup de gens ont copié. Beaucoup de gens ont copié. Quand ils voient qu'il y a quelque chose qui est bon chez l'autre, ben, on va regarder ce qui se passe pour essayer de copier et faire la même chose, ou faire mieux. Voilà, attention que il y a du copier-coller, il y a du copier, modifier-coller. C'est pas la même chose. Et généralement, les gens, ce qu'ils font, ils font pas du copier-coller, ils font du copier, modifier, coller. Pourquoi? Pour éviter, je veux dire, justement, des soucis de. On pourrait les attaquer, voilà, sur la copie. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc, je vous rappelle que pour bien gérer une société, il faut voir tout. C'est un tout, c'est un jeu. C'est un jeu, je veux dire, qui est, je veux dire, complexe. Parce qu'il y a les coûts, il y a des coûts, il y a des flux d'entrée, des flux de sortie. Quand je dis flux, c'est aussi bien les flux réels que flux financiers, tralali, tralala. Bon. C'est beaucoup de choses pour voilà, gérer une société. Alors bien sûr, là-dessus, via des financements. Alors sans financement, vous faites rien du tout. Hein. Vous êtes au tapis. Hein. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a, voilà, car quelqu'un qui n'a pas de financement, c'est comme quelqu'un qui a reçu un coup de poing, voilà, et qui est KO par terre. Hein. Il n'arrive plus à se relever. Ça va parce qu'il n'a pas de financement. Alors, il va se relever quand voilà, on va venir près de lui, on va lui procurer quelques soins, il va prendre quelques jours de repos. Voilà, ça, il va se relever. C'est un petit peu des quelques financements qu'on vient aider la société. Voilà. Donc, les financements, et le tout, quand on a des financements pour faire des investissements, des projets, le tout, c'est de bien, c'est pas perdre son argent pour des projets futiles. Hein.
C'est de faire des... Voilà, quand on fait des financements, voilà, c'est pour faire des projets ou améliorer, faire des investissements dans des cadres qui vont améliorer, je veux dire, l'outil de production, l'outil de travail, voilà, on va dire beaucoup de choses. On peut améliorer beaucoup de choses dans une société, notamment, je veux dire, voilà, la fluidité, la fluidité des informations, la fluidité des flux réels, les flux de financiers, les flux. Voilà, c'est d'avoir une facilité, voilà, que la société tourne. Comment on va dire des engrenages, ben, ça tourne bien. C'est bien huilé, ça tourne bien. Donc tout tourne bien. On a une bonne clientèle, on a des bons fournisseurs, voilà, on paye toujours des fournisseurs en temps et en heure. Nos clientèles ne jouent pas voilà, des mauvais sorts. Quoique, on a toujours, bien sûr, dans une société, comme j'ai toujours dit, il y a des paramètres extérieurs. Enfin, et c'est ça, c'est ce qu'on appelle les contraintes. On a des contraintes extérieures, hein, ça, vous savez très bien. On a des contraintes. Et ces contraintes, ben, c'est sur ça qu'il faut voilà, modifier. Il y a toujours des paramètres extérieurs qu'il faut voilà, réguler. Il faut réguler tout ça. Voilà. C'est des contraintes négatives. Les contraintes, on peut avoir des contraintes. Les contraintes sont négatives en général. Je veux dire, on a des contraintes, ben, il faut les résorber pour pas que, je veux dire, ça reste un problème. Quand on a un problème, on essaie de le résoudre. Voilà, on n'accumule pas les problèmes pour avoir 36 000 problèmes à résoudre en une fois. Donc ici, les problèmes, il faut tenter de les résoudre au fur et à mesure. Et donc, avoir une fluidité dans l'activité. Toute activité, tout rôle, tout acteur doit être fluide dans son job qu'il fait, dans son travail qu'il fait. Et de cette manière-là, ben, la société va bien tourner. Alors, on aura bien sûr, quand je vous dis management, on aura gestion de production. Là, on aura une gestion commerciale. Alors, gestion commerciale, bien sûr, vous avez achat-vente. Hein. Service des achats, service des ventes, tralali, tralala. Et bien sûr, ne pas oublier, quand j'ai dit, ne pas oublier la gestion, le management, mais pas oublier aussi les décideurs, etc. Ceux qui jouent un rôle important, voilà, qui tiennent la tête de la société, avec voilà, les chefs et les sous-chefs, et voilà, euh, les administrateurs, gérants, tralali, tralala, l'organigramme qui fait que, qui joue son rôle dans l'entreprise et qui amène un plus à la société. Parce que, bon, être chef, ça veut rien dire. Hein. Bon, être chef, bon, d'accord, c'est commander des hommes. Ben, déjà, les gens dans les entreprises, les gens, ils n'aiment pas ce mot commander. Hein. C'est pas l'armée. Voilà, on demande à quelqu'un de faire voilà, de faire un travail. On le demande poliment. On ne commence pas je veux dire, il y a la gestion aussi des ressources humaines. On ne fait pas n'importe quoi avec les gens. Hein. Les gens, il faut les respecter aussi. Voilà, on parle correctement. On demande pour. Bon, si quelqu'un peut faire voilà, gestion des ressources humaines. Bon, gestion des ressources humaines, c'est pas que, je veux dire, on a autant d'employés, autant d'ouvriers, nous en faudrait 5 pour demain. Voilà, j'en retire 2 pour. Vendredi, j'en retire 2, j'en place 5 samedi parce qu'il y a besoin de plus de production. Voilà, j'ai besoin de personnel d'entretien pour entretenir les machines pour samedi. Voilà. Donc, c'est pas que ça. La ressource humaine, c'est pas que ça. C'est pas aussi le paiement des salaires. Hein. C'est pas quelle méthode adopter pour, je veux dire, que les gens soient contents. Parce qu'il y a différentes méthodes de paiement de salaire pour que les gens soient contents. Voilà, il y a plusieurs manières pour faire en sorte que les ressources humaines soient contentes, se mettre de l'éclairage, voilà, mettre une nouvelle machine, bon, qu'elle puisse se sentir à l'aise sur une nouvelle machine, la mettre à l'aise dans un poste de travail, la mettre en sécurité. Voilà, tout ça concourt en fait au bien-être voilà, de l'être humain au sein de l'espace de travail. Mais quand je dis gestion des ressources humaines, c'est pas que ça. C'est aussi bien parler avec les individus au travail, de sorte en fait de les surélever. Parce que si vous les écrasez à ce moment-là, bon, elle va se sentir psychologiquement affaiblie. Et bon, elle peut se renfermer sur elle-même et avoir voilà, des attraits psychologiques qui font en sorte qu'on a moins de rendement, on a des conflits au sein de certains postes, voilà, etc., etc. Donc, il y a aussi il y a beaucoup, les gestions, il y a beaucoup de gestion, beaucoup de gestion. Gestion des ressources humaines, gestion commerciale, gestion de production, voilà, gestion des stocks. Les stocks doivent être bien gérés, voilà. Il ne s'agit pas d'acheter, d'accumuler du stock et il n'y a plus personne qui... Surtout qu'il y a des stocks qui sont, voilà, avec des dates de péremption, ça faut faire très attention à ça. Avec les stocks
date de péremption, il faut tout de suite on va dire, liquider ces stocks-là tout de suite, hein, pour les vendre tout de suite, et pour autant que les clients achèteront. Voilà. Le but, c'est pas de produire des quantités énormes et puis qui restent en magasin et qu'il n'y a personne qui achète et puis ça va pourrir. On va dire, faut une gestion, tout ça, une gestion, ça se gère. Maintenant, dans une société qui n'est pas avec des dates de péremption, si vous produisez trop, c'est à coût. Les stocks peuvent vous coûter trop cher, hein. Peuvent vous coûter trop cher. Donc là, il faut faire une gestion des stocks pour essayer d'avoir du stock. Il en faut toujours. Surtout pour des matières qui tournent, des stocks il y a voilà, des marchandises qui tournent plus que d'autres. Donc là, à ce moment-là, ceux qui font un certain roulement, ben, il faut commander un peu plus souvent. Et il faut faire des courbes. C'est au travers de courbes qu'on peut avoir la prévisibilité de la demande. Faire des prévisions. Voilà, sur le coup. Mais de toute façon, on peut faire des prévisions sur tout ici, hein. Dans une entreprise, on peut faire des prévisions sur tout et n'importe quoi. Je peux vous le dire. Voilà, on peut faire des études statistiques sur tout et n'importe quoi, et avoir des études de prévision de tout et n'importe quoi. On peut prévoir, parce que, on va dire, pour se mettre en sécurité, il faut prévoir. Pour se mettre en sécurité, il faut prévoir. Il faut avoir une certaine vision de ce qui va se passer dans l'avenir. À partir de là, bon, on peut prévoir certaines choses. On peut, voilà, lancer des projets. Parce que si vous avez un environnement qui est futur, qui est, je veux dire, complètement, je veux dire, on va dire, complètement dans le rouge, et il faut essayer de ramener justement ces éléments. On force le destin pour que, je veux dire, ce rouge passe à l'orange au niveau des prévisions, voire au vert. Si vous passez au vert, du rouge au vert, tant mieux. Mais généralement, on passe du rouge à l'orange vers le vert. Rouge, orange, vert. On passe pas du rouge tout de suite au vert parce que c'est bon. Ça, c'est dans les feux rouges. On passe voilà, du rouge au vert, mais dans une entreprise, ça monte, hein. Quoi que vous avez, à moins que vous recevez énormément de financement du jour au lendemain, énormément de clients du jour au lendemain, pourquoi pas, vous pouvez repasser directement de rouge au vert, pourquoi pas. Ça peut arriver, mais généralement, on remonte par palier, et quand on remonte par palier, on passe par l'orange et puis par le vert. C'est les courbes qui permettent de voir ça, voilà, en fonction de la temporalité. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Puis on a un seuil, voilà, qui est le seuil du rouge. Vous dépassez le seuil de rouge, vous êtes dans le seuil de l'orange. Voilà, dans une zone orange, et puis après, vous repassez dans un seuil vert. Pour autant que ça remonte tout le temps, hein. Et donc ça, on peut faire une prévision pour voir, voilà, que tout se passe. Voilà, c'est un travail de tous les jours. C'est une gestion de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Alors maintenant, il y en a qui ont une clientèle, je veux dire, qui est toujours la même. Voilà, pendant des années, ils ont toujours le même client, donc ils savent bien que tant qu'ils ont ces clients-là, je parle des sociétés de camions, ils ont quand même, voilà, beaucoup ont des contrats avec des sociétés. Bon, ils renvoient leurs camions, ils sont liés. Tant que la société fonctionne, mais les contrats sont là. La société de camions aura ses contrats. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ici, tout simplement, j'étais un petit peu trop loin, mais c'est pour vous dire, c'est les primes d'émission, hein. Voilà, qu'est-ce que c'est que les primes d'émission? Donc, elles se mettent dans le passif, dans un compte de passif qui est 1100 primes d'émission, bien sûr au crédit, voilà, qui répertorie donc bon, une valeur qui s'ajoute à la valeur nominale des actions. C'est-à-dire ce sont des droits supplémentaires. Et c'est ces droits supplémentaires qu'on appelle primes d'émission. Bien sûr, ces droits qui sont payés par les nouveaux actionnaires, hein. Voilà. Bien sûr, c'est payé par les nouveaux associés. Les nouveaux associés. Les nouveaux associés ou les futurs associés. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.